Janvier 1993. 8 scientifiques ont passé plus d'1 an dans un habitat terrestre autosuffisant. Tous les insectes pollinisateurs sont morts et leur réserve de nourriture est insuffisante. Ils meurent de faim, ils sont fatigués et ils suffoquent lentement parce que leur réserve d'oxygène disparaît mystérieusement. Ceci est l'histoire de Biosphère 2. La Terre est condamnée, détruite par une guerre nucléaire, une catastrophe climatique, une collision avec un astéroïde ou toute autre chose du genre. Alors, en supposant que nous ne puissions pas rester ici, sur ce merveilleux caillou bleu qui tourne dans l'éternité noire de l'espace, où allons-nous? Comment y allons-nous? Une question plus pertinente serait « Pouvons-nous y aller ?» La réponse est non. À mon avis, nous ne quitterons jamais définitivement cette planète, mais pas pour la raison que vous pensez. La voix la plus influente au monde sur la question du voyage et de la colonisation spatiale est, malheureusement, Elon Musk. Et lui, comme tout le monde, l'aurait fait. Tu crois ça? Le plus grand problème auquel sont confrontés les célèbres immigrés anti-immigration qui souhaitent devenir des immigrés d'une autre planète est un problème logistique. Comment construire une fusée assez grande pour y aller sans fabriquer aussi un énorme feu d'artifice? Et bien que transporter des personnes et du fret hors de la sphère d'influence de la Terre vers une autre soit une tâche énorme, c'est une chose que la National Aeronautics and Space Administration a déjà accomplie plusieurs fois. En fait, la National Aeronautics and Space Administration est déjà allée jusqu'aux confins du système solaire, donc construire une fusée pour atteindre une autre planète n'est pas seulement réalisable, c'est probable. Les vrais problèmes de la colonisation ne résident pas dans le fait d'atteindre un autre monde, mais dans la capacité à y rester. Nous avons réussi à conquérir chaque environnement sur cette planète, des océans les plus profonds jusqu'aux plus hautes pins au sommet. Mais la seule chose que tous ces environnements ont en commun, c'est que, peu importe à quel point ils sont hostiles et dangereux, peu importe à quel point ils sont mortels, ils sont ici, à l'intérieur de notre immense terrarium. Ce qui nous donne une marge d'erreur assez énorme et signifie que lorsque quelque chose ne va pas, l'aide n'est jamais très loin. Il est facile d'oublier à quel point il est plus sûr et plus facile de construire toute une civilisation aussi diverse et brillante que la nôtre, quand on n'a jamais à se préoccuper de la réaction des objets sous une autre gravité. Le comportement restera-t-il identique sans conditions atmosphériques? L'eau sera-t-elle suffisante? Et si l'oxygène venait à manquer, comment plus ou moins de gravité affectera-t-elle notre physiologie? Sur une autre planète, tous ces problèmes liés à la physique risquent d'être présents en permanence. Et puis, bien sûr, il y a aussi les éléments humains. La psychologie humaine est incroyablement complexe et a tendance à changer radicalement selon les conditions. Cela peut aussi devenir assez sombre parfois. Si une colonie vivait à des millions de kilomètres de toute socialisation humaine, d'amis et de famille, si elle vivait sur d'autres planètes, hors de tout cadre juridique terrestre et sans conséquences, agirait-elle de la même façon? Leur sens de soi et leur empathie commenceraient-ils à s'éroder avec le temps? Ces problèmes sont bien plus importants que le problème de livraison interstellaire. Nous ne pourrons jamais coloniser une autre planète sans d'abord résoudre ces problèmes. Jamais. Vous pouvez vous demander combien d'argent et de temps SpaceX, Blue Origin, Arianespace, United Launch Alliance ou Virgin Galactic ont investi pour résoudre ces problèmes. La réponse est 0. Aucun entrepreneur spatial privé ne tente de résoudre ces problèmes. En réalité, chaque entrepreneur spatial privé concentre tout son travail sur la mise en orbite d'un plus grand nombre de satellites et rien d'autre, vraiment.
Et la raison à cela, c'est que c'est là que se trouve tout l'argent. Il n'y a pas d'argent dans l'exploration. L'exploration est un gouffre financier colossal, sans aucune récompense financière immédiate tangible. Les entreprises en marque privées, sur toute chanson aujourd'hui, se concentrent presque uniquement sur ce qui peut leur apporter un gain financier rapide. Vous pourriez être surpris d'apprendre que le plus grand défenseur mondial de la migration spatiale, Elon Musk, n'a pas consacré un seul dollar à la résolution de ces problèmes. Et si l'homme le plus riche du monde, à la tête de la meilleure entreprise spatiale, ne se concentrait pas sur les obstacles à la colonisation de l'espace? Je suis enclin à penser qu'il n'a aucune intention que nous partions un jour. Ou que nous allions en supposant que nous partions. Le problème immédiat, c'est comment ne pas mourir. Des centaines de choses différentes peuvent et vont probablement nous tuer. Atmosphère irrespirable, impossibilité de cultiver et risque de mourir de faim. La première façon de résoudre le problème est de terraformer, c'est-à-dire de changer toute l'écologie globale de la planète pour qu'elle puisse soutenir la vie adaptée à la Terre. J'ai dit la vie plutôt que les humains, car nous ne serions pas seuls là-bas. Nous ne sommes pas seuls sur Terre. Notre mode de vie et notre survie incluent des milliers d'animaux qui font partie de notre écosystème. Nous devrions en gros être une arche de Noé interstellaire remplie de centaines d'espèces et toutes sont adaptées à la vie sur Terre. Tout est terrestre, gravité, rayonnement, atmosphère. Vous voyez l'idée, Musk en a d'ailleurs parlé en passant avec sa drôle d'idée de Newt-Mars. En réchauffant Mars, le monoxyde de carbone, 2 et l'eau gelée fondraient, densifiant l'atmosphère. L'eau liquide créerait océans et lacs. Comment la réchaufferiez-vous? Avoir 2 énormes explosions thermonucléaires toutes les quelques secondes. Franchement, ce n'est pas si difficile. C'est vraiment une idée stupide et ça ne marcherait pas. Tu vois, la raison pour laquelle Mars n'a pas d'atmosphère, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas ou qu'il fait trop froid. C'est parce qu'en fait, elle n'a pas de noyau en fusion en rotation, qui crée un champ électromagnétique autour de la planète, ce qui empêche les vents solaires du Soleil de dépouiller l'atmosphère de la planète. C'est pourquoi Mars n'a pas d'atmosphère et faire exploser les pôles ne règle pas ce problème. L'idée étant bien sûr de changer toute l'atmosphère de la planète et de la rendre capable de soutenir la vie. Dire que tout le concept de terraformation relève des délires fiévreux d'un fan de science-fiction dérangé, c'est vraiment être beaucoup trop gentil. Pour commencer, si la technologie de terraformation existait, il serait bien plus efficace de simplement modifier l'environnement de la Terre et de le rendre à nouveau idéal pour toute forme de vie. En bref, cette technologie n'existe tout simplement pas à l'heure actuelle. Peut-être que dans 200 ans elle existera, mais je doute qu'elle existe un jour. Parce que la chose la plus complexe dans notre univers connu, ce n'est pas la physique quantique, la psychologie humaine, la religion, les voyages spatiaux ou les mathématiques avancées. Ou l'intrigue du film Kramer, c'est ceci. La Terre, l'écologie de cette planète est incroyablement complexe et compliquée. La deuxième solution, bien plus réalisable, est celle-ci. Un écosystème entièrement fermé et autosuffisant. On en fabrique souvent sur Terre sans être scientifique. Un enfant de 10 ans pourrait créer un écosystème fermé qui survivrait pendant une décennie sans aucun entretien. C'est vraiment assez simple. À une échelle microscopique. La famille Enbase a accumulé des milliards dans le pétrole au Texas, et Edward fut l'un des 4 frères héritiers de l'Empire Base. Edward a suivi le parcours classique des enfants aisés, université Ivy League, études à Yale et diplôme en sciences administratives. Il a d'abord tenté un master en architecture, mais a abandonné pour voyager. Sa première étape a été le Nouveau-Mexique dans les années 1970, où un groupe contre-culturel étrange avait créé une sorte de retraite appelée Synergia. Le ranch, qui a été fondé et dirigé par un homme appelé Jean Allen, était une tentative de créer une communauté autosuffisante. Ils cultivaient leur nourriture et apprenaient à l'agriculture. Dans le processus, ils comptaient sur des sources d'énergie naturelles et apprenaient en même temps à gérer des réseaux électriques locaux.
L'esprit du ranch était d'être totalement autonome en apprenant les compétences nécessaires pour vivre de manière indépendante et autosuffisante. Ed n'avait jamais vécu ce genre de mode de vie, venant d'une famille extrêmement riche, mais il s'y intéressait et consacrait son temps et son argent à divers projets écologiques. Rencontrer John fut une véritable aubaine, car Ed s'intéressait au financement de projets écologiques et John, lui, cherchait à faire financer ses projets écologiques. Ainsi, Ed donnait de l'argent à John, et John et son équipe trouvaient des moyens de transformer cet argent en encore plus d'argent. Ils ont ouvert un hôtel à Katmandou, une forêt tropicale à Porto Rico et un ranch rentable et autonome en Australie. L'idée derrière toutes ces truparts de toutes ces entreprises, dans tant d'endroits apparemment aléatoires, était d'apprendre sur l'écologie locale et les environnements en même temps. L'idée de lancer des projets dans différents biomes était de comprendre la planète entière de façon expérimentale. Aussi hippie que cela puisse paraître, tout cela est très clair. En réalité, ils formaient une société à but lucratif, pas une communauté. Ils n'ont pas cherché à maximiser les profits, mais ils voulaient quand même en faire. Au fil du temps, le Synergia Ranch a atteint ses objectifs, poussant ses habitants à chercher un nouveau défi, convaincus d'avoir appris tout ce qu'ils devaient savoir sur la vie durable. John a choisi que leur prochain défi porte sur le travail d'équipe, l'ingénierie et inclut un aspect dangereux. L'objectif a toujours été de s'assurer que leur prochain défi les mettait plus à l'épreuve que le précédent défi. Ils ont donc décidé de construire un vaisseau de taille moyenne, capable de naviguer en haute mer pour parcourir les océans, et acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour vivre en mer pendant de longues périodes. Cela leur permettrait d'étudier l'écologie marine. C'était une tâche immense, et ils n'avaient pas ni constructeur de navires, ni dessinateur dans leur équipe. Margaret Augustine, 19 ans, a été l'architecte principal et a conçu le navire. Mais le navire lui-même a été construit par tout le monde. La construction du navire différait des autres projets qu'ils avaient réalisés jusque-là. Parce que s'ils se trompaient, eh bien, ils pouvaient couler et leur coûter la vie. Au fil de quelques mois, le navire a lentement pris forme, jusqu'au jour où il fut enfin prêt. Le jour où ils allaient mettre le navire à l'eau en espérant ne pas couler avec lui dans la baie. Alors que le groupe se tenait au sommet de leur navire entièrement construit, celui-ci fut tiré dans l'eau par un remorqueur. Incroyablement, le bateau n'a pas coulé. Dès leur première tentative, sans expérience en construction navale, ils avaient réussi. Leur inexpérience s'est manifestée à certains endroits, car leur reproduction de l'Arche de Noé avait quelques problèmes. Le gréement n'avait pas été correctement attaché, et moins d'une heure après son voyage inaugural, le radar est tombé du sommet du bateau et a coulé dans l'océan. Mais il ne prenait pas l'eau et il les emmenait partout où ils voulaient aller. Après leur succès avec le navire, Jean a commencé à envisager un nouveau défi, qui utiliserait toutes les compétences qu'ils avaient acquises jusqu'à présent. Le groupe a lancé des conférences dans l'une de leurs propriétés. Ils ont invité scientifiques, écrivains, chefs d'entreprise, ingénieurs et toute personne dont les connaissances pouvaient les aider à réussir leur prochain défi. Au fil des conférences, le groupe s'est intéressé à la science du changement climatique, alors en vogue. Ils ont commencé à s'en rendre compte. D'après les preuves présentées, dont certaines provenaient d'études menées par des compagnies de combustibles fossiles, la Terre était engagée dans une lente descente vers la catastrophe. Comment fonctionne un terrarium ? S'ils sont si faciles à créer, c'est parce qu'ils sont assez simples. L'objectif est d'équilibrer avec des principes écologiques régénérateurs. Vous commencez avec un récipient en verre muni d'un couvercle. Le verre transmet la lumière, le couvercle retient chaleur et humidité. Elle comporte 4 couches, du gravier au fond, puis de la mousse, de la terre et enfin des plantes en surface. Vous pouvez aussi ajouter de petits insectes qui élimineront toute moisissure due à l'humidité et aux feuilles mortes. Ils la rendront à la terre, nourrissant vos plantes. Voilà tout. L'ensemble va piéger et recycler l'humidité, le dioxyde de carbone et l'oxygène et pourra vivre assez longtemps. Les plantes absorbent les nutriments du sol, la lumière et le dioxyde de carbone,
puis produisent humidité et oxygène. L'humidité se condense sur le verre, puis est réabsorbée par le sol, fournissant de l'eau aux insectes et plantes à l'intérieur. Les plantes perdront leurs feuilles, offrant nourriture et abri aux insectes, qui mangeront aussi les feuilles et la moisissure qui y pousse. Ensuite, ils fertiliseront le sol, offrant aux plantes des nutriments qu'elles absorberont de nouveau, et ainsi de suite. Tout ce qui se trouve à l'intérieur nourrit et aide les autres éléments à l'intérieur. La Terre est en fait un immense terrarium, avec notre atmosphère qui sert de récipient en verre, retenant la chaleur et l'humidité à l'intérieur. Cependant, notre terrarium est incroyablement complexe, bien trop compliqué pour être détaillé dans cette vidéo. Mais à titre d'exemple, prenons simplement un processus dans notre terrarium et examinons-le. Le courant de l'Atlantique Nord. Donc le courant de l'Atlantique Nord est un système de courant océanique, qui non seulement transporte des nutriments du nord de la planète vers le sud, fournissant de la nourriture à des millions d'espèces marines différentes, mais régule aussi la température de la majeure partie de la planète. Les courants transportent de l'eau froide et salée vers le sud et de l'eau chaude et douce vers le nord. Cela maintient le niveau de salinité de l'eau stable ainsi que la température, offrant des conditions favorables à la vie pour de nombreuses créatures marines. Comme d'autres animaux, et nous mangeons des créatures marines, tous dépendent aussi de ce système similaire à un tapis roulant pour survivre. Par exemple, si l'eau devenait trop douce, les créatures vivant en milieu salin mourraient, ainsi que les animaux qui s'en nourrissent. Les animaux qui mangent ces créatures mourront aussi. Cela se poursuivrait dans la chaîne alimentaire, entraînant l'extinction progressive de nombreuses espèces. Comment l'eau devient-elle plus douce ou plus salée ? L'eau salée va vers le nord, où la glace forme des glaciers. L'eau provenant du sud est légèrement plus chaude, ce qui fait fondre une partie des glaciers d'eau douce. Si trop d'eau glaciaire pénètre dans les courants océaniques, ceux-ci deviennent moins salés, ce qui affecte la vitesse des courants et les conditions de vie à l'intérieur de ces courants. L'eau plus chaude ne refroidit pas assez avant d'atteindre des lieux comme l'Europe. L'eau plus chaude crée de l'air plus chaud au-dessus d'elle, qui est ensuite transporté par les vents au-dessus des terres, ce qui entraîne beaucoup plus de pluie et d'inondations, provoquant ainsi des pertes de récoltes. Cela provoque aussi des hivers plus doux, ce qui paraît positif, non ? Vous réalisez qu'une grande partie de la vie hiberne en hiver et que des hivers plus doux modifient le moment et la durée de la hibernation. Ou parfois pas du tout, ce qui affecte la pollinisation des plantes et des cultures et entraîne des échecs de récolte. Lorsqu'il s'agit de processus écologiques, un échec entraîne très souvent des échecs en cascade à travers plusieurs processus. Les humains sont les seuls animaux sur toute la planète qui ne vivantent pas dans cet équilibre. Nous le perturbons très souvent. Et tout ce dont nous venons de parler provient d'un seul de nos processus écologiques. Et il y en a des milliers. Entre 1987 et 1991, John Allen a dirigé un projet visant à construire le premier système fermé, autonome et autosuffisant au monde à grande échelle. Ce laboratoire a été financé avec 150 millions de dollars issus du pétrole texan Dead Base. L'objectif était de construire un environnement totalement autonome et autosuffisant dans lequel des personnes pourraient en vivre à long terme sans aide extérieure. En même temps, il pouvait mener des études scientifiques à l'intérieur qui pourraient servir à faire avancer la science écologique et potentiellement aussi les voyages spatiaux. La conception inclurait des biomes de tout type présents sur Terre, ainsi qu'un biome agricole tempéré similaire à ceux dans lesquels les humains s'installent. Forêt tropicale, mangroves, océan avec récifs coralliens, savane, désert. Le but de chacun de ces biomes était le même que leur but sur Terre. Une forêt tropicale générant l'évaporation, favorisant les pluies naturelles et la biodiversité. Les marais de mangrove serviraient de système naturel de traitement des déchets qui détoxifieraient l'eau dans l'écosystème fermé. L'océan de corail imiterait la biodiversité naturelle des océans et assurerait également l'échange d'oxygène et de monoxyde de carbone, 2. La savane herbeuse servirait de zone de transition entre les extrêmes du désert et de la forêt tropicale, tout en offrant des zones de pâturage pour les petits animaux sauvages, qu'ils décideraient d'introduire dans la biosphère.
Le biome désertique ferait tampon d'humidité entre la savane aride et l'humidité de la forêt tropicale. Et ensemble, tous les biomes créeraient l'atmosphère interne propice à la vie. Pour que l'expérience ait lieu, le groupe a nommé la structure Biosphère 2. Pourquoi pas Biosphère 1 ? Parce que la Terre était déjà la Biosphère 1. Et le nom avait pour but d'attirer l'attention sur le fait que nous vivons déjà dans la plus grande biosphère jamais créée et, à notre connaissance, la seule biosphère habitable par l'homme qui existe. De petites prouesses d'ingénierie étaient maintenant nécessaires tant pour que l'expérience fonctionne. La première était que les joints entre les panneaux de verre et la structure elle-même devaient être pratiquement parfaits. Si les joints permettaient l'échange de gaz entre l'extérieur et l'intérieur, cela invaliderait l'expérience et rendrait tous ces résultats inutiles. Mais cela signifierait aussi que l'oxygène s'échapperait lentement de la structure et finirait par étouffer la vie à l'intérieur avec le temps. Pearson Dempster a été engagé pour créer des joints uniques afin de l'empêcher. Et ils ont créé des joints avec un taux de fuite, à l'époque inédit, de moins de 10% par an. Le deuxième problème était que l'air à l'intérieur de la biosphère se dilaterait et se contracterait constamment à cause de la chaleur provenant de l'extérieur de la structure dans le climat local de l'Arizona. Cette expansion de l'air créerait une pression vers l'extérieur depuis l'intérieur sur la structure solide, ce qui entraînerait des défaillances de certaines parties à cause de fissures dues au stress. Pour contrer ce problème, l'équipe a créé 2 poumons avec des plafonds de survent mobiles, qui retireraient automatiquement du volume d'air de la structure principale dès qu'il commencerait à chauffer et à se dilater. Toute la structure reposait maintenant sur des fondations en béton, avec une centrale au gaz naturel à l'extérieur et une centrale de secours au diesel pour les urgences. Cela garantirait que leurs différents systèmes de chauffage et de refroidissement, ainsi que la ventilation, disposeraient-ils d'une puissance adéquate pendant toute la durée de l'expérience. Pourquoi n'ont-ils pas utilisé de production d'énergie renouvelable naturelle ? Eh bien, les panneaux solaires étaient et sont toujours assez inefficaces, et ils nécessitent encore des solutions de stockage d'énergie qui n'étaient tout simplement pas disponibles à l'époque. Les éoliennes sont trop peu fiables pour couvrir les besoins énergétiques en son constante de l'installation. Et le nucléaire avait un gros problème d'image à l'époque. Il est maintenant clair que l'Union soviétique a subi l'une des pires catastrophes de l'histoire du nucléaire. Maintenant qu'ils avaient en leur biosphère, ils devaient en décider quoi y mettre à l'intérieur. La biosphère avait besoin de suffisamment de diversité pour soutenir plusieurs microécologies au sein des biomes spécifiques. Ainsi, la sélection des espèces qui seraient placées à l'intérieur était un détail assez important. Si l'espèce était trop répandue, dominante ou envahissante, cela perturberait l'équilibre de l'écologie et pourrait potentiellement mener à un effondrement écologique. Plus de 270 espèces de plantes et d'animaux ont été choisies pour être hébergées à l'intérieur du Nouveau Monde hermétiquement scellé, rien que dans le biome de la forêt tropicale. Ils en ont introduit plus que nécessaire dans l'espoir qu'un ordre naturel et équilibré finirait par émerger. Au total, ils ont introduit plus de 3800 espèces dans la biosphère. Plus de 1600 étaient des insectes, oiseaux, poissons et reptiles. Ils ont aussi ajouté 4 chèvres, des poules et 3 cochons. À ma connaissance, ils n'ont construit aucune maison en paille, en pierre ou en briques. Après avoir construit leur biosphère, ils devaient lancer leur expérience. L'idée était qu'une petite équipe vive à l'intérieur de la biosphère pendant une période de 2 ans, totalement isolée, et survivant uniquement grâce à ce qui pouvait être fourni à l'intérieur de la biosphère. 8 personnes ont été sélectionnées pour participer à l'expérience et vivre totalement isolées du monde extérieur pendant 2 ans. Ils utilisaient uniquement le téléphone, les emails et la visioconférence pour communiquer et interagir avec les personnes à l'extérieur de l'expérience. Plutôt que d'être choisis selon une structure de gestion hiérarchique, les 8 personnes sélectionnées possédaient toutes des compétences spécifiques et étaient donc toutes également importantes et indispensables à l'expérience. Les décisions qui affecteraient l'ensemble du groupe étaient soit prises démocratiquement au sein du groupe lui-même, soit décidées de l'extérieur par John Allen ou Margaret Augustine. Les personnes sélectionnées étaient Ante Abigail Eiling, qui était biologiste marine,
Sally Silverstone, qui était un responsable de l'agriculture tropicale, Linda Lee, botaniste, et Jane Pointer, qui était spécialiste de la gestion des serres. Mark Van Tillo, contrôle qualité et maintenance, Tabor McCallum, spécialiste de la gestion environnementale, Mark Nelson, spécialiste des systèmes de sol et d'eau, et Roy Walford, qui était médecin et chercheur spécialisé dans la longévité grâce à la restriction calorique. Car la biosphère abriterait très peu de pâturage ou d'animaux domestiques. Cela signifiait que les participants suivraient un régime surtout végétalien, à base de fruits et légumes, avec parfois des œufs et du lait de chèvre, seuls produits animaux domestiques. Le régime a été conçu par le Dr Roy Walford, qui avait aussi mené des recherches pendant des années sur les régimes hypocaloriques riches en nutriments. Il devrait aussi surveiller et étudier l'effet du régime alimentaire sur les participants durant l'expérience. De l'extérieur, on pourrait croire qu'ils ont essentiellement créé une sorte de communauté hippie hermétiquement fermée, en raison du caractère excentrique et contre-culturel du groupe. Ils étaient en marché tous expérimentés dans leur domaine et connaissaient un certain succès, à des degrés divers, tant sur le plan académique que pratique. Le but était d'apprendre à créer des conditions de vie autosuffisantes et fermées, utiles pour la colonisation spatiale. Le complexe a été construit avec 2500 capteurs et des analyseurs automatisés fournissant des données en temps réel sur des points précis du projet. Cela les aiderait à surveiller un vaste réseau de différents éléments tout au long du projet. Des éléments comme la composition des gaz atmosphériques, la structure physique, l'intégrité, les niveaux et la disponibilité de la lumière, ainsi que la chimie de l'eau et du sol. Toutes ces données, en temps réel, étaient retransmises à un réseau d'ordinateurs qui les saisissait ensuite dans une énorme collection de bases de données. L'équipe espérait vivre sans aide extérieure 2 ans, mais ce n'était pas le but principal de l'expérience. L'objectif principal était l'étude continue de la façon dont ces différents écosystèmes et systèmes de gestion environnementale se comporteraient au fil du temps. L'équipe savait qu'ils échoueraient probablement à être totalement autonomes dès la première tentative de la mission. Ils espéraient aussi que chaque échec apporterait des leçons pour améliorer les expériences suivantes des expériences suivantes. Cela a toujours été conçu comme un processus itératif. L'équipage sélectionné a tous passé des tests psychologiques avant d'être choisis et ils ont été notés comme ayant le profil psychologique d'aventuriers en bonne santé. John Allen lui-même a remarqué que tous les candidats partageaient une qualité en particulier qu'il a personnellement choisie pour leur esprit libre. Il cherchait des personnes capables de réagir vite sans toujours consulter une autorité en cas de problème. Le 26 septembre 1991, ces 8 participants ont été enfermés dans un environnement hermétique et autonome pour une période d'au moins 2 ans. Loin de la société, loin des amis et de la famille, loin de toute forme de socialisation normale extérieure, loin de l'influence de la culture populaire et des médias, loin de tout. Sauf les uns avec les autres. L'équipage a commencé avec enthousiasme sa première mission d'1 an, et dans l'ensemble, tout s'est plutôt bien passé. Chacun avait un rôle, et grâce à la structure non hiérarchique du groupe, tout le monde se sentait également inclus et important. Comme prévu, l'excès de flore et de faune introduite s'est réduit et s'est stabilisé à un nombre auto-équilibré, ce qui ne nécessitait qu'un entretien minimal. Chaque biome fonctionnait exactement comme prévu, à l'exception du biome désertique qui, grâce à la condensation sur les panneaux de verre intérieurs, ressemblait davantage aux collines de Chaparral de Californie qu'à un véritable désert. Mais il jouait malgré tout le même rôle en absorbant l'humidité des autres zones. Le biome de la forêt tropicale, riche en biodiversité, abrite de nombreuses plantes à croissance rapide. Les arbres, cependant, ont souffert de ce qu'on appelle l'étiolement, c'est-à-dire lorsque les branches et les tiges des arbres ou des plantes manquent de caractéristiques de bois résistants et deviennent plus fragiles. Habituellement, plantes et arbres développent ces caractéristiques à cause du stress des vents, mais la biosphère n'avait pas de vents contre lesquels ils pouvaient sans lutter comme dans la nature. Ils n'ont donc jamais réellement développé ces caractéristiques, ce qui est en soi assez intéressant.
L'océan de corail imitait le corail naturel et favorisait la biodiversité de l'océan synthétique en offrant un abri à de nombreuses espèces marines. Contrairement à l'océan naturel, cependant, l'équipe devait retirer l'excès d'algues à la main afin qu'elles ne concurrencent pas le corail. Pour la lumière comme pour les nutriments, les algues étaient également utiles car elles produisaient de l'oxygène comme sous-produit de leur photosynthèse et le corail aidait à réguler le pH de l'océan. Les zones humides de mangrove n'ont pas poussé exactement comme prévu et ont développé moins de sous-bois, donc il n'y a pas d'hypothèse solide avancée pour expliquer ce phénomène. Mais malgré cela, elle a tout de même rempli le rôle de détoxification de l'eau. Des performances qui sont comparables à celles des Everglades de Floride, ce qui est remarquable car ces derniers ont évolué sur des millénaires, et ceci était artificiel. Dans le biome agricole créé chaque jour par l'équipage, les résultats étaient surprenants. Leur rendement dépassait de près de 500% les communautés agricoles les plus efficaces d'Asie du Sud-Est. Et cela a fourni à l'équipage 83% de leurs besoins alimentaires totaux rien qu'en cultivant des fruits, des haricots et des céréales, ce qui était bien au-delà de ce qu'ils avaient prévu. Le Dr Walford a suivi la santé de l'équipage pour ses recherches sur la longévité liée à l'alimentation et a constaté que la plupart des indicateurs s'étaient nettement améliorés. Après son régime spécialisé, sa fonction immunitaire s'est améliorée, son cholestérol et sa pression artérielle ont baissé. Son hypothèse initiale selon laquelle un régime pauvre en calories mais riche en nutriments améliorerait les résultats en matière de santé s'est avérée correcte. En dehors de la biosphère, l'intérêt du public pour le projet avait augmenté au point que le complexe recevait chaque jour des visiteurs prêts à payer pour voir le projet, depuis l'extérieur, et saluer l'équipage à travers les vitres. Alan et Augustin espéraient que cet intérêt leur permettrait de vendre des produits dérivés ou des billets pour financer les coûts de l'expérience. À ce stade, je pense que c'est probablement une bonne chose d'expliquer pourquoi. Le milliardaire Ed Bass venait tout juste d'injecter de l'argent dans les coûts du projet, qui avait d'ailleurs atteint 200 millions de dollars à ce stade. Alors qu'Ed avait effectivement un vif intérêt pour les projets écologiques et avait déjà fait d'importants dons par le passé. En réalité, il considérait les expériences de Biosphère 2 comme une première étape vers le voyage spatial et la colonisation. Après les alunisages, l'intérêt commercial pour l'espace a grandi. Et la réorientation du budget de la National Aeronautics and Space Administration par Reagan vers des entreprises privées signifiait qu'il y avait énormément plus d'argent à récolter pour les bonnes idées et la bonne entreprise privée. Ed pensait qu'investir à court terme dans Biosphère 2 générerait sans doute des procédures et technologies qu'il pourrait ensuite concéder sous licence à la National Aeronautics and Space Administration. En cas d'exploration spatiale plus lointaine, cela vaudrait des milliards, et donc cela vaudrait largement son investissement initial. Au début de la deuxième année, les problèmes ont commencé à s'enchaîner les uns après les autres. Il devenait beaucoup plus difficile de contrôler et de manipuler l'environnement artificiel. Comme c'est souvent le cas, la nature refusait simplement de se conformer aux conditions que l'homme avait créées pour elle. Dans la forêt tropicale, certaines plantes poussaient plus vite que les autres et bloquaient ainsi la lumière pour les autres plantes situées plus bas dans la canopée. Cela obligeait l'équipage à éliminer régulièrement les espèces envahissantes. Tous les insectes pollinisateurs de la biosphère sont morts la première année. Il pensait que c'était lié à la perte d'indices de navigation essentiels. De nombreux insectes Cotelrand se déplacent en utilisant des repères de lumière ultraviolette qui étaient soit fortement atténués, soit absents à cause du verre filtrant les ultraviolets utilisés pour construire les fenêtres du dôme. Cela a réduit la pollinisation pour presque toutes les plantes et cultures, obligeant l'équipage à tout faire à la main. Un à la fois dans chaque biome, ce qui augmentait considérablement la quantité de travail quotidien exigé de l'équipage. La biosphère avait une explosion de population d'espèces nuisibles envahissantes, comme les cafards et les fourmis, qui ont commencé à concurrencer et à supprimer la population d'insectes indigènes souhaités. Le problème était probablement dû aux matériaux ajoutés dans la biosphère lors de la construction du projet. En fait, c'est un problème assez courant que des nuisibles voyagent avec la biomasse et deviennent une espèce envahissante ailleurs. Lorsque vous commencez à construire quelque chose, un projet de cette taille,
Les rapports sur le bien-être de l'équipage ont commencé à montrer une baisse du bonheur à mesure que leur charge de travail augmentait avec chaque nouvel échec d'écosystème. L'équipage signalait la faim dès le premier jour. Bien que leur régime soigneusement élaboré réponde à leurs besoins nutritionnels, ils faisaient un très mauvais travail pour apaiser leur faim. Après un an à se sentir sous-alimentés, le stress et les tensions ont gagné l'équipage. Aujourd'hui, la recherche montre que les groupes ayant une régulation émotionnelle moins efficace ont plus de chances de connaître des conflits de tâches à court terme, ce qui nuit à la dynamique de groupe à long terme. Pour le dire en termes simples, cela signifie essentiellement que le stress à court terme crée des divisions de groupe à long terme chez les personnes ayant une faible régulation émotionnelle. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais une faible régulation émotionnelle est un effet secondaire très courant de la faim. C'est aussi un effet secondaire critique de l'hypoxie. Au début de la 2e année, l'équipage commencerait à remarquer qu'il devenait plus léthargique que d'habitude. Ils ont également remarqué que beaucoup d'animaux manquaient aussi d'énergie et semblaient d'entre eux se déplacer beaucoup plus lentement que l'année précédente. En étudiant les données transmises au centre, ils se sont rendus compte que la teneur en oxygène à l'intérieur du dôme diminuait régulièrement, au point que cela les amenait tous à souffrir d'hypoxie chronique. Comme s'ils vivaient à une altitude de 4000 mètres, ce qui équivaut à peu près à être au sommet des Andes, en Amérique du Sud. Cela a sans doute aussi causé la mort des insectes pollinisateurs, car ils ne peuvent pas augmenter leur rythme respiratoire quand l'oxygène est faible. Ils respirent par la peau via une diffusion forcée lors du vol ou du déplacement. Une baisse de la teneur en oxygène nécessiterait une augmentation des mouvements pour faire circuler la même quantité d'oxygène dans leur organisme et les maintenir en vie. Mais l'hypoxie qui en résulterait les laisserait avec moins d'énergie, incapables de voler ou bouger. C'est sans doute ce qui a causé la mort des insectes dans le centre de la biosphère. Les relevés ont indiqué que la perte d'oxygène ne venait pas de défauts structurels du complexe. Tous les joints s'étaient encore intacts et fonctionnaient normalement. L'équipe a essayé d'atténuer le problème avec des solutions internes, en plantant plus de flore et en augmentant la quantité de palétuviers. Mais cela a eu peu d'effet sur la baisse du taux d'oxygène. Et tout comme l'effondrement en cascade des écosystèmes, les humains peuvent aussi souffrir de problèmes physiologiques et psychologiques en cascade. La charge de travail a augmenté à cause de l'entretien accru de l'écosystème, ce qui a accru leurs besoins en nourriture et en oxygène. Mais la nourriture et l'oxygène étaient limités par le régime alimentaire spécialisé et la baisse de l'oxygène dans l'air. Cela a entraîné une régulation émotionnelle beaucoup plus faible, ce qui a créé une boucle de rétroaction entre la diminution de l'énergie et la capacité à accomplir les tâches quotidiennes, ce qui augmentait la quantité de tâches à faire chaque jour, ce qui augmentait leurs besoins de nourriture et d'oxygène ad infinitum. Avec le temps, cela a conduit à l'apparition de factions au sein du groupe, au sein de certains voulant prendre des mesures d'urgence. Même si cela signifiait invalider les résultats de l'expérience, tandis que les autres refusaient fermement cette action afin de préserver l'intégrité de l'étude. À un moment donné, l'équipage avait tellement faim qu'il a commencé à manger en secret les graines destinées à la plantation. Ce qui a poussé Jeanne Pointer, l'une des membres de l'équipage qui tenait à maintenir les conditions scientifiques, à signaler ce comportement à Jean Allen et Marguerite Augustine, le président directeur général et la vice-présidente, qui ont immédiatement renvoyé Jeanne Pointer et lui ont ordonné de quitter l'installation, mais Jeanne ne l'a tout simplement pas fait. Elle a correctement supposé qu'il ne pouvait rien y faire parce que si elle restait, il serait obligé d'agir. Pour ouvrir la biosphère, alerter les médias et attirer l'attention. Elle est donc restée sur place. Les disputes et les chamailleries pour savoir s'il fallait ou non enfreindre le protocole n'ont cependant pas duré très longtemps, puisque Jane s'est ensuite coupé le bout du doigt en faisant ses tâches quotidiennes, et cela a élargi le débat sur la rupture du protocole pour soigner Jane et recoudre son doigt. Un enfant qu'un de mes frères connaissait autrefois s'est fait arracher le bout du doigt dans un accident. Et il n'a même pas eu besoin d'aller au bloc opératoire pour régler le problème. Ils ont juste enveloppé le doigt et ça a guéri tout seul. Oui, il lui manquait le bout du doigt, mais ce n'était pas mortel. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que dans cette situation particulière, il n'était pas essentiel que Jeanne sorte pour se faire recoudre le doigt.
Je suis sûr qu'elle le voulait, mais il n'était pas obligé de le faire. C'est tout ce que je dis. » Finalement, Jean et Marguerite ont pris une décision exécutive pour permettre à Jeanne de partir afin de recevoir des soins médicaux. Cela à lui seul a suscité une énorme attention médiatique, car les gens ont commencé à regarder l'expérience d'un œil critique pour la première fois. Et certains dans les médias ont commencé à suggérer que ce n'était rien de plus qu'une commune hippie, profitant d'un milliardaire texan, un glorieux milliardaire capitaliste texan. À son retour après l'opération, l'attention des médias s'est concentrée sur les 2 sacs de voyage que Jeanne avait ramenés. 2 sacs qu'elle n'avait pas emportés avec elle à l'extérieur au départ. Ce qui suggère qu'elle introduisait secrètement des provisions extérieures dans le complexe censé être autonome. À son retour au complexe, Jeanne a été incapable d'accomplir ses tâches pendant plusieurs semaines après l'opération. Les autres membres ont dû compenser pour elle, ce qui a accentué les divisions. Même le médecin de l'équipe, Roy Walford, s'agaçait d'interrompre ses recherches. Pour compenser l'absence de Jane, je vais vous dire ce qui était stressant. Au retour de Jeanne, elle ne pouvait presque rien faire. Nous avons dû reprendre son travail à la ferme. Et je me souviens, tu sais que Roy l'a dit assez tôt, il en voulait de ne pas avoir autant de temps pour faire de la recherche parce qu'il participait aux tâches agricoles. Les conditions de plus en plus stressantes, ainsi que l'approvisionnement en oxygène qui diminuait sans cesse, ont commencé à entamer le moral psychologique de l'équipage. De plus en plus, il devenait moins sociable, moins actif. Des études répétées sur des groupes en isolement montrent qu'avec le temps, les groupes commencent à se désagréger et souffrent de troubles de l'humeur de plus en plus fréquents, le plus souvent la dépression. Ils subissent aussi une baisse des capacités cognitives, accentuant stress et difficultés à accomplir des tâches. Une étude de 6 ans a aussi montré que l'isolement nuit de façon significative à la mémoire et au rappel. Et cela conduit à la formation de factions rivales au sein des groupes, car certains sont plus affectés que d'autres. Et les membres du groupe les moins affectés commencent à ressentir du ressentiment envers les membres les plus affectés. Parce que les membres les moins affectés finissent par s'annoncer par faire plus de travail que les membres les plus affectés. La même chose s'est produite avec l'équipage de Biosphère 2. Non seulement ils ont commencé à travailler de manière indépendante au lieu de travailler en équipe, même pour les tâches où ils étaient obligés de travailler ensemble. Il y avait beaucoup de stress et de tensions visibles. Personne ne savait à quoi ressemblerait la vie avec cette personne pendant 2 ans. The Thing de John Carpenter raconte l'histoire paranoïaque d'un groupe de chercheurs arctiques qui tombent sur une forme de vie extraterrestre capable d'imiter parfaitement un humain, après les avoir tués. Bien que l'histoire ait été influencée par la peur du communisme dans les années 1950, elle suit en fait de près la recherche. Cela arrive au groupe en isolement. Ils deviennent méfiants et secrets avec le temps, et le groupe se fracture. Les différentes dynamiques entre une population enfermée et ses dirigeants ont été largement explorées dans les médias populaires. La série Silo, basée sur le livre Wool de Hugh Howey, raconte l'histoire d'une civilisation piégée dans un bunker d'urgence souterrain appelé le silo. Les gens de la classe ouvrière vivent dans les niveaux inférieurs du silo et effectuent principalement des travaux manuels ou d'ingénierie. Une élite vit aux étages supérieurs et limite l'accès à l'information sur la vraie nature du silo et de ses habitants aux niveaux inférieurs. Pas de spoiler, lisez le livre ou regardez la série, tous deux excellents. Fallout raconte une histoire post-catastrophe nucléaire similaire. Des personnes sont sauvées dans de grands bunkers souterrains où elles restent durant des générations. Avec le temps, les gens considèrent leur nouvel environnement comme normal. Par des mensonges et histoires, on les dissuade de vouloir sortir dans le vrai monde. Ce qui est intéressant dans Fallout, c'est que chaque abri est en fait une sorte de micro-expérience psychologique dans laquelle les conditions et les informations données sont légèrement différentes à chaque fois. Et cela permet d'observer comment différents groupes réagissent à des conditions différentes et parfois vraiment étranges. Le jeu vidéo Atomfall fait quelque chose de très similaire, cette fois-ci au Royaume-Uni. Cette fois, les dirigeants et les scientifiques racontent de nombreux mensonges pour cacher la vérité sur ce qui s'est passé à l'intérieur de la zone sinistrée.
Dans chaque exemple, une classe dirigeante maintient son pouvoir et son contrôle en limitant et en déformant les informations données aux classes inférieures. Et dans chaque exemple, la raison pour laquelle cela est fait, c'est parce que les personnes au pouvoir veulent en le rester. Le contrôle de l'information ne touche pas que les personnes enfermées. Les dirigeants, dans chaque situation, propagent également un mensonge propagandiste à toute personne ou à tout registre historique existant en dehors de leur environnement artificiel. Mais ce ne sont que des œuvres de fiction ou des jeux vidéo, n'est-ce pas? Et ça n'arriverait jamais dans la réalité. Alors que les conditions dans la biosphère se dégradaient et que des divisions apparaissaient, John Allen a demandé aux conseillers psychologiques d'éviter certains membres du dôme. Il demandait aussi au personnel extérieur de ne pas divulguer la baisse constante des niveaux d'oxygène. Même avant que l'équipe ne crée la biosphère, John avait toujours montré une certaine tendance autoritaire. De nombreux bénévoles avaient été témoins de ce tempérament colérique, et certains journalistes l'avaient également constaté. Nous n'avons pas eu plus de chance lorsque nous avons retrouvé l'un de ses responsables. John Allen, assistante à une conférence scientifique en Alabama. Peut-être par un certain sentiment de protection envers son projet, il était devenu très strict et contrôlant concernant la diffusion d'informations lorsque les médias ont commencé à attaquer le projet et lui-même. Il l'accusait de manquer de fondements scientifiques et qualifiait à plusieurs reprises tous les participants d'étudiants en théâtre non qualifiés, ce qui était tout simplement faux. Il a commencé à se voir attribuer sans cesse la même étiquette, encore et encore. Une secte avec John qualifié de gourou. Il y a un peu de vrai dans ces commentaires, mais honnêtement, pas plus que dans beaucoup d'autres entreprises américaines. Elles fonctionnent toutes un peu comme des sectes. Elles ont un leader charismatique et influent dont la parole et l'opinion sont considérées comme sacrées. Elles ont une structure quasi militaire où il est mal vu d'interroger le leader, l'entreprise ou leurs objectifs. Et les dissidents qui ne suivent pas la ligne de l'entreprise sont menacés ou expulsés de l'entreprise. Zuckerberg, Facebook, Musk, Tesla, Jobs, Apple, Holmes, Theranos. Voici quelques exemples réalisés à différents moments. Tous le font encore, sauf Elizabeth Holmes en prison et Steve Jobs décédé. John Allen, bien qu'il n'ait pas eu la même autorité financière ou administrative, avait beaucoup d'influence. Et à mesure que les médias devenaient en plus critiques, il a restreint de plus en plus le flux d'informations. Très célèbrement, alors que les niveaux d'oxygène chutaient et que les niveaux de monoxyde de carbone, commencèrent à augmenter. L'équipe a utilisé un épurateur de monoxyde de carbone, d'urgence, qui permettait de recycler une partie du dioxyde de carbone en oxygène. Le filtre avait toujours fait partie des plans et avait toujours été prévu pour être utilisé en cas d'urgence. Mais redoutant davantage les critiques médiatiques sur la validité de leur expérience, John a choisi de ne pas informer le public de l'utilisation du filtre, une décision contre laquelle l'équipe à l'intérieur de la biosphère s'est prononcée. Il pensait qu'il valait mieux être ouvert et transparent sur l'utilisation du filtre, mais John n'était pas de cet avis. Le résultat a été l'effet Streisand, c'est-à-dire qu'en essayant de le nier, cela a attiré encore plus l'attention sur le problème et, par conséquent, bien plus de critiques. Biosphère 2 est présenté comme une quête de vérité scientifique, mais les responsables derrière le projet semblent passer énormément de temps à faire obstruction à Biosphère. Les responsables ont refusé une demande d'entrevue. Le manque de transparence sur le purificateur est devenu un argument contre le projet et ses membres. Pour remédier à ce problème, dans un certain temps, ils ont mis en place un comité consultatif scientifique. Il était composé de scientifiques issus de différentes institutions du monde entier. L'idée était que ces scientifiques apporteraient une crédibilité supplémentaire au projet, et pendant un certain temps, c'est ce qu'ils ont fait. Mais avec le temps, les membres du comité ont commencé à se rendre compte que s'ils pouvaient simplement, gagner un peu d'influence auprès d'Ed Bass, ils pourraient aussi obtenir des millions de dollars pour leur propre projet favori. Et avec le temps, John Allen a commencé à croire qu'il perdait lentement le contrôle du projet. Ce qui a poussé l'un des employés travaillant à l'extérieur de la biosphère à signaler tous les problèmes à l'intérieur de la biosphère, ainsi que les problèmes concernant John lui-même au comité consultatif scientifique. Peu après, le comité consultatif scientifique a été dissous officiellement car il avait dévié de son mandat initial.
Mais nous pouvons tous lire entre les lignes. Avec l'oxygène qui continuait de diminuer à l'intérieur de la biosphère et l'équipage n'étant plus capable d'accomplir correctement les tâches quotidiennes, il a été décidé d'injecter de l'oxygène frais dans le complexe et d'augmenter la teneur en oxygène. Les résultats étaient frappants. Le jour où ils ont injecté de l'oxygène, les gens sont descendus pour, en quelque sorte, sentir l'oxygène qui arrivait. En 10 minutes et 10 secondes, j'avais l'impression d'être bien plus jeune, plein d'énergie. Quand l'oxygène est arrivé, c'était comme si un grand nuage disparaissait. La première chose qui s'est produite spontanément, c'est que la plupart d'entre nous se sont mis à courir partout et à rire. Et j'ai réalisé que je n'avais pas entendu le bruit de pas qui courent depuis des mois et des mois. Soudainement, en toute la mauvaise humeur, les disputes et les plaintes se sont évaporées. L'équipe s'est réunifiée et a repris le travail collectif, démontrant l'impact marqué de l'hypoxie chronique sur le groupe. Cela a suscité de nouvelles critiques, les médias accusant une invalidation des résultats par injection d'oxygène. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que les médias espéraient. Espéraient-ils qu'ils allaient simplement laisser toutes les personnes à l'intérieur suffoquer jusqu'à la mort? L'équipage s'en fichait. Ils avaient passé 4 mois à respirer 80% d'oxygène en moins que ce qu'ils étaient censés avoir, et ils appréciaient à leur capacité nouvellement retrouvée à respirer. Le 26 septembre 1993, les 8 membres d'équipage qui s'étaient pas emportés volontaires pour vivre dans l'environnement fermé de Biosphère 2 ont enfin terminé leur expérience. Et ils ont quitté les limites de Biosphère 2 pour retrouver la sécurité et la liberté de Biosphère 1. Certaines personnes ont apprécié leur séjour à l'intérieur et ont déclaré qu'elles seraient restées plus longtemps si elles avaient pu, et elles se sont immédiatement portées volontaires pour la deuxième expérience proposée. Certains étaient heureux de respirer de l'air normal, de manger normalement et de passer du temps en famille. L'analyse des données et des circonstances du premier essai a permis à l'équipe de comprendre que le problème d'oxygène était dû au fait que la structure en béton sur laquelle tout avait été construit n'avait pas été scellée pendant le processus de construction. Et à mesure que le béton séchait, lors de la carbonatation, le béton en séchant a absorbé de grandes quantités de dioxyde de carbone, privant les plantes de ce gaz nécessaire à la production d'oxygène et provoquant une forte baisse de l'oxygène atmosphérique. Cela a ensuite été corrigé une fois pour toutes. La première expérience avait été étudiée. Et ils ont également apporté quelques ajustements à la faune qu'ils ont incluse pour la deuxième expérience, ont modifié la flore et ont aussi revu le régime alimentaire. On espérait que la deuxième expérience corrigerait les problèmes de la première et fournirait de meilleures données. La majorité des volontaires ont jugé l'expérience positive, malgré la faim et l'asphyxie progressive menant à la mort. Des décennies plus tard, la plupart disaient encore que c'était la meilleure expérience de leur vie. L'équipe de direction de Biosphère 2 a été exclue de ses bureaux et de ses emplois. Le 6 mars 1994, la seconde expérience a débuté. 7 volontaires ont intégré la Biosphère 2 rénovée pour améliorer l'expérience précédente. L'équipage a rapidement réussi l'expérience, atteignant presque aussitôt 100% d'autosuffisance alimentaire. Ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, c'est qu'en coulisses, une lutte de pouvoir se préparait au niveau de la direction. Le milliardaire texan Ed Bass, qui a financé la biosphère, a obtenu une ordonnance du tribunal évinçant 6 dirigeants du projet. Parmi les personnes évincées, Margaret Augustine, directrice générale et vice-présidente de la société, John Allen. Ed Bass commençait à être frustré par John Allen en raison de la mauvaise publicité liée à son investissement de 200 millions de dollars dans une communauté hippie. Pour reprendre le contrôle et tenter de changer le récit, il a licencié John Allen et Margaret Augustine et a placé Steve Bannon aux commandes. Oui, c'est bien Steve Bannon, Margaret Mary et John Allen. Ils ont l'interdiction d'occuper l'une des unités frontales avant que nous montions et sortions. Steve a immédiatement fait venir des marshals fédéraux et s'est battu, littéralement. Contrôler et annuler la collecte de données, éteindre la plupart des capteurs et voir comment il pouvait commencer à faire des bénéfices. Il a aussi changé toutes les serrures et codes d'accès des téléphones et ordinateurs, empêchant l'équipe dans la biosphère de contacter qui que ce soit.
Pour les scientifiques, à l'intérieur, cela représentait un danger bien réel. Sans capteur, ils n'auraient aucun moyen de savoir si la composition de l'atmosphère changeait. La décision a également été prise de ne donner aucune de ces informations à l'équipage à l'intérieur de la biosphère. Certains membres de l'équipage de la première expérience ont décidé de briser les panneaux de verre et d'ouvrir le sas, afin d'informer l'équipe à l'intérieur des changements et de les avertir que leur sécurité pourrait être en danger. Ils ont été expulsés sur le champ et bannis à vie de la propriété. L'équipe et les scientifiques du projet Biosphère 2 ont signalé que Steve Bannon et son équipe les ont maltraités physiquement et verbalement. Ils les menaçaient enfin de les renvoyer s'ils ne faisaient encore pas ce qu'on leur demandait. Des années plus tard, des employés de Biosphère 2 ont poursuivi Bannon pour son comportement. Le procès a été gagné par le personnel. Bannon doit leur verser 60 000 $ de dédommagement. Pour des raisons que, à ce jour, personne ne connaît, sauf Bannon et son équipe. Il a ordonné que les données déjà collectées soient complètement détruites. Qu'elles aient été mises sous clé ou détruites, nous ne le savons pas. Étant donné que ces données auraient eu beaucoup de valeur, cela semble être une décision curieuse. Et cela a amené le personnel à croire que Bannon était venu démanteler le projet volontairement pour des raisons idéologiques. Bannon est un célèbre climato-sceptique. Un objectif de la biosphère était d'étudier les changements climatiques dans un environnement clos similaire à la Terre. Le 6 septembre 1994, la deuxième expérience fut annulée après la mise sous séquestre et la dissolution de la société propriétaire de Biosphère 2. La propriété a été transférée à l'Université Columbia et aucune autre expérience autonome n'a jamais été menée. L'Université Columbia a mené des études écologiques pendant la période où elle gérait le site, notamment en étudiant comment les variations du monoxyde de carbone, 2 atmosphériques, affectent les récifs coralliens. Un phénomène qui est devenu observé à l'échelle mondiale des années plus tard, lorsque nous avons commencé à constater le blanchissement des récifs coralliens. En 2005, le site a ensuite été vendu à des acheteurs privés. Les membres de la communauté scientifique craignaient que cela n'entraîne la démolition de l'ensemble du complexe pour créer des centres commerciaux ou des logements de luxe sur le site. Mais au lieu de cela, il a de nouveau été vendu, cette fois à l'Université de l'Arizona en 2007. L'Université de l'Arizona en est propriétaire depuis lors et a constamment fourni des financements pour des recherches supplémentaires, bien que pas dans le domaine des systèmes d'écologie fermés. Headbase a ensuite donné 30 millions de $ pour l'entretien et la recherche. Bien que le site ne soit plus utilisé comme biosphère et qu'il soit largement tombé dans l'oubli du grand public et des médias, plus de 10 000 personnes sont venues visiter Biosphère 2 et ont été inspirées par l'une des expériences scientifiques les plus ambitieuses et intéressantes jamais réalisées.